Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse. Donc, mon nom est Marjorie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre de la Santé. Alors, ce matin, nous avons le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, ainsi que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, le Dr Lionel Carman, qui sont disponibles pour une conférence de presse, évidemment, concernant l'organisation des soins de santé et des services sociaux au Québec. Alors, sans plus tarder, Monsieur le ministre. Alors, merci beaucoup, Marjorie. Je dois vous dire que c'est assez impressionnant de voir cette salle remplie ce matin. Et je peux vous dire que je suis assez fier d'être ici ce matin, non seulement avec mon collègue M. Carman, mais malheureusement, pour les raisons, je pense que Mme Lay a déjà expliqué ce matin, elle est en attente de son test. Mais j'aimerais aussi mentionner que le premier ministre aurait beaucoup aimé ça être avec nous. Donc, ça fait partie, encore une fois, des soldats qui sont au combat. Alors, je veux saluer M. Legault et Marguerite, et je suis certain qu'on va les récupérer assez rapidement. J'aimerais aussi profiter du fait qu'il y a beaucoup des gens qui sont ici à la balustrade, qui sont ceux qui nous ont aidés. Au cours des 2 dernières années, moi, je me suis promené beaucoup avec Lionel et Marguerite sur le terrain et je reconnais, malgré les masques, plusieurs d'entre vous qui ont été là au cours des 2 dernières années à nous, premièrement, à m'éduquer en santé, je veux le dire, mais surtout de nous faire remarquer comment on pouvait s'améliorer avec votre patience dans des conditions pas toujours faciles. Et ce qui me fait chaud au cœur, puis peut-être le sentir dans ma voix ce matin, c'est de voir cette espèce de mobilisation qui se fait non seulement de la part des Québécois qui viennent de vivre une pandémie, mais des principaux acteurs du réseau de la santé qui sont ici ce matin pour l'annonce qu'on fait du programme de relance de la santé. Et j'apprécie beaucoup votre présence ce matin à tout le monde. J'apprécie aussi les journalistes en bas, mais particulièrement ceux qui sont à l'étage. On travaillera avec les journalistes tout à l'heure. Maintenant, je l'ai dit, on a beaucoup appris, je l'ai dit souvent, on a beaucoup appris de la pandémie. On connaît maintenant beaucoup mieux, je crois, les enjeux du réseau de la santé. Je pense, entre autres, je vais y aller rapidement, mais vous allez voir dans le document dont on est très, très fiers ce matin de déposer, on voit très bien les enjeux, vieillissement de la population, manque de personnel, certains enjeux de gouvernance, mais aussi, vous ne serez pas surpris, d'accès aux données. Mais encore une fois, le réseau, grâce à son personnel, grâce aux partenaires, a réussi à passer à travers, encore une fois, ces 2 années-là. Peut-être amoché un peu aujourd'hui, sûrement, mais toujours debout. Et ça, je pense que c'est important de le dire, qu'on a réussi encore une fois à passer à travers. Mais je le sais que ça a été difficile. Pensons aux aînés. Pensons notamment aux plus vulnérables, mais aussi à nos jeunes, puis Lionel pourra en parler tout à l'heure. Mais en même temps, notre réseau a prouvé, durant ces 2 années-là, qu'on était capable de petits miracles. Et ça, c'est important, parce que malgré la pandémie, on en a eu des beaux succès. Donc, on le sait, on est capable. On est capable de faire des choses. Puis la pandémie, elle a aussi de révélateur, ce que peut-être des gens qui ont passé avant nous, puis là, je pense aux 30 ans de rapports, puis j'ai souvent cité, puis vous allez voir dans le document, on cite beaucoup les rapports des dernières années, des rapports de la santé, du Dr Rochon, de M. Claire, etc. Et je pense qu'on a pris acte de ces rapports-là. Plusieurs étaient d'une grande qualité, mais malheureusement, on l'a vu, puis j'ai entendu plusieurs de ces auteurs-là qui ont dit que malheureusement, des fois, il manquait un petit peu de courage politique pour mettre en place les recommandations qui avaient été faites. Et ça, pour moi, c'est important d'aujourd'hui que les Québécois sentent que c'est fini les rapports. Il faut passer à l'action. Et la pandémie nous oblige de le faire, de passer à l'action. En fait, je citerai le docteur Mauriel Gaudreault du Conseil des médecins qui a dit, en fait, Christian,
On a souvent posé le diagnostic. Maintenant, il faut soigner le patient. Et j'aimerais le saluer en passant parce qu'il a été excessivement collaborateur, mais aussi m'a beaucoup enseigné, Dr. Gaudreault, au cours des 2 dernières années. En fait, je vous résumerai aujourd'hui 2 grands objectifs qu'on a avec le plan de santé qu'on vous dépose. Premier objectif, que les 8,5 millions de Québécois puissent avoir la meilleure expérience patient, je le dis bien, là, la meilleure expérience patient, et qu'ils soient fiers de leur réseau de la santé. Premier objectif. Deuxième objectif, que le réseau de santé devienne l'employeur de choix pour les 300 000 personnes qui y travaillent, mais aussi pour ceux qui veulent venir y travailler et pour ceux qui sont nos partenaires. Pour être capable de rencontrer le premier objectif, je vous dirais que notre vision, et c'est toujours la même vision, c'est d'avoir une meilleure prise en charge pour les patients. Meilleure prise en charge. Mais ce qui diffère maintenant, c'est ce qu'on ajoute une porte d'entrée qui est unique. Une porte d'entrée pour toute la première ligne pour réaliser cet objectif. Cette porte d'entrée, c'est le guichet d'accès première ligne. C'est toute une révolution dans l'approche patient. Mais c'est quoi une porte d'entrée unique? La porte d'entrée unique, c'est un seul numéro de téléphone ou un site web. Et cette porte d'entrée unique-là permet à une personne d'être capable de soit faire un appel ou de communiquer par le web, comme on le fait durant la vaccination, pour être capable de parler soit à une personne ou de recevoir rapidement. Oui, vous me dites de regarder, je suis tenté de parler aux gens en haut, puis je devrais parler aux gens en bas. Peut-être que j'essaie d'éviter les journalistes. Merci beaucoup, Amélie, de me le rappeler. Merci, Amélie. Voyez-vous, c'est pour ça que j'ai une belle équipe. Ils sont obligés de travailler avec mes défauts puis d'essayer de m'améliorer. Alors, je vais essayer de regarder en bas. Désolé pour en haut. D'accord? Alors, je continue. Pour le premier objectif, le guichet d'accès première ligne, pour moi, c'est ça la révolution dans l'approche patient. J'ai expliqué, on est capable maintenant, et on a déjà commencé, ce canal unique-là permet de recevoir des conseils en santé, prendre un rendez-vous, renouveler une prescription avec un pharmacien. Un seul canal où le patient est pris en charge par le bon professionnel dans un délai raisonnable. Pas un numéro de téléphone où on appelle pour se faire dire « allez donc à l'urgence ». C'est toute la différence. Un endroit où on peut même donner une évaluation du service qu'on vient de recevoir. Hein, Marilyn? C'est ça que les gens veulent faire. Alors, je pense qu'il est important de ramener ça exactement à ce que la commissaire à la santé nous a demandé. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit efficace, il faut que ça ajoute de la valeur, et c'est ça que le guichet unique va permettre. Ce qui est encourageant aujourd'hui sur le guichet unique, c'est pas seulement un vœu pieux, c'est pas seulement théorique, c'est déjà commencé. J'en ai déjà parlé. Vous savez, le projet a commencé dans le Bas-Saint-Laurent, Rimouski, Rivière-du-Loup, déjà depuis 2 ans. On est en train de le répliquer à l'échelle du Québec. Et maintenant, je vous le dis, d'ici la fin de l'été, plus de la majorité des Québécois qui sont en ce moment sans médecin de famille, ce qu'on appelle des patients orphelins, pourront passer par le guichet d'accès de première ligne. C'est ça la révolution qu'on a fait en santé. Maintenant, pour que les autres changements continuent, là je continue de regarder en haut, je m'en excuse, pour que les autres changements continuent, il faut travailler sur nos 3 autres fondations. Puis les 3 autres fondations, c'est quoi? C'est l'accès aux données, c'est des systèmes d'information de qualité, mais c'est aussi des infrastructures qui sont modernes où il fait bon travailler, comme ici, par exemple, au CHUM. Puis parmi les priorités qu'on a, un meilleur accès à un professionnel de la santé, comme je viens de l'expliquer avec le GAP, mais aussi par le décloisonnement des professions. Et ça, vous allez en entendre beaucoup parler, parce qu'au cours de la pandémie,
on a été capable d'avoir le bénéfice du décloisonnement des professions pour la vaccination et on veut amener ça à l'échelle de la santé. Mais on veut faire aussi, dans nos priorités, un virage beaucoup plus fort vers les soins à domicile. Et là, je te regarde, Marilyn, parce que je le sais que tu penses, quand on parle de soins à domicile, on pense souvent aux personnes âgées, mais il faut parler aussi à nos plus vulnérables, puis ça, je sais que tu vas m'aider dans ça. On veut aussi revoir le mode de financement du réseau par le financement axé sur le patient. Et si jamais vous avez la chance de lire le rapport qui a été fait en 2016, entre autres, qui était guidé par Mme Thompson, je pense qu'on a déjà tous les outils pour mettre en place ces recommandations dans plusieurs de nos installations. Et je continue. Question de santé mentale, question de protection de jeunesse, deux de nos priorités. Je vais laisser Lionel vous en parler. Maintenant, la complémentarité avec le privé et le public. On en a beaucoup parlé dans les dernières semaines avec les cliniques privées, justement pour diminuer les attentes en chirurgie, mais aussi une plus grande collaboration, comme on l'a fait avec les pharmaciens durant la pandémie, avec les résidences pour personnes âgées. Mais on oublie souvent que nos GMF, nos groupes de médecine familiale, c'est des cliniques privées. Et tout ce qu'on veut faire avec le guichet d'accès, pour nous, encore une fois, c'est la collaboration entre le gouvernement qui met en place le GAP, mais qui va permettre un meilleur service par les cliniques, par les groupes d'accès, par les groupes de médecine familiale. Je continue. Un élément important, c'est la prévention. La prévention, je ne sais pas si j'ai vu M. Lavoie, je suis obligé de regarder en haut. J'ai eu la chance de parler souvent avec lui. Je pense qu'on parle beaucoup comment on doit gérer l'offre de services, mais il faut aussi apprendre à gérer la demande. Puis la meilleure façon de baisser la demande pour les services hospitaliers, c'est de travailler sur la prévention. Et je pense qu'on est en ce moment bien placé avec des gens comme Pierre Lavoie de nous aider dans cette démarche-là et pour avoir des saines habitudes de vie, pour en fait ne pas avoir à guérir les gens. Et finalement, je pense à l'innovation, notre dernière priorité, mais très, très haute dans ma liste, parce que, on le voit, j'ai ici avec nous aujourd'hui des gens de la Fédération des chambres de commerce. J'ai eu une collaboration incroyable avec les représentants, avec mon collègue, le ministre Fitzgibbon, pour les sciences de la vie, de travailler maintenant avec le privé, encore une fois, mais aussi avec tous les intervenants en innovation. Puis je pense que le CHUM ici est un bel exemple de tout ce qui a pu se faire en innovation, donc on va continuer là-dessus. En fait, c'est ça notre offre en santé. C'est de travailler sur nos fondations, sur des objectifs très précis. Ce que j'ai pas mentionné, puis que je veux répéter, c'est tout l'aspect de la fondation sur le personnel. Pour être capable de livrer la marchandise pour que les 300 000 employés se sentent dans un environnement meilleur, dans un environnement où le travail, la conciliation de ce qu'on appelle maintenant travail, vie personnelle, on va le faire. On a fait des avancées, à mon sens, incroyables depuis la dernière négociation avec ma collègue, la présidente du Conseil du Trésor. Mais j'aimerais ça vous dire que ce n'est pas juste un vœu pieux de changer l'environnement de travail puis de devenir le meilleur. Je regardais hier soir un reportage de David Gentili de Radio-Canada. On a mis des mesures en place pour faire de l'attraction du personnel l'automne dernier, juste avant la 5e vague, pour aller chercher des infirmières, pour donner des bourses à des jeunes qui voudraient rentrer dans le réseau de la santé. Dans le reportage de M. Gentili, hier, on a deux choses. Il y a déjà plus de 1900 personnes qui ont utilisé les bourses, qui ont commencé déjà à rejoindre soit de façon temporaire ou à temps partiel. Mais ce qui est important, on avait annoncé aussi qu'on mettait en place, on voulait engager des adjoints ou des adjointes administratives pour venir aider. Parce que tant qu'on n'a pas des systèmes performants administratifs, on a besoin de venir aider les infirmiers et les infirmières. Mais hier, dans le reportage, on voyait très bien que ce n'est pas théorique, là.
Ces gens-là ont commencé à arriver, puis viennent aider nos infirmiers, nos infirmières sur le terrain à réduire la paperasse et d'être capable d'être beaucoup plus proche du patient pour faire ce qui ont été montrés. Donc, 2 grands objectifs. Être capable d'avoir une expérience patient, c'est déjà commencé. D'être capable d'être le meilleur lieu de travail, le meilleur employeur au Québec dans le domaine de la santé, c'est déjà commencé. Maintenant, on a des enjeux de gouvernance, on a des enjeux de décentralisation. Pour être capable de réaliser nos objectifs qui sont ambitieux, il faut s'assurer qu'on va être capable d'exécuter. Et pour ça, pour être capable d'exécuter, il faut avoir la meilleure organisation de travail. Dans les dernières recommandations de la commissaire à la santé, Mme Castonguay, elle a été très claire. Il faut que le ministère se concentre sur les orientations et la mesure de la performance, mais le réseau de la santé, lui, doit se concentrer sur les opérations. Et pour moi, ça, c'est une recommandation fondamentale que vous allez lire dans son rapport. Donc, à la suite de cette recommandation-là de Mme Castonguay, j'ai demandé à notre sous-ministre, Mme Savoie, de nous présenter un plan de décentralisation dans les prochains mois pour avoir la meilleure organisation de travail pour livrer le plan de relance que nous soumettons aujourd'hui. Je le répète, la décentralisation et l'organisation du travail au ministère et dans le réseau va nous permettre de nous assurer de l'exécution de notre plan de santé qui est promis aux Québécois. Maintenant, je vais céder la parole à Lionel et je reviendrai pour la conclusion. Lionel? Merci beaucoup, Christian. Bonjour tout le monde. Je tiens à saluer la présence de Marilyn Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de Christian. C'est une journée importante pour nous tous, puis la présence des nombreuses personnes ici en témoigne. Et je suis très heureux de joindre ma voix aujourd'hui à celle de Christian, ministre de la Santé et des Services sociaux, pour le lancement de ce plan. La santé mentale pendant la pandémie a été affectée par tous. On le sait, le stress, l'anxiété, l'isolement, la détresse psychologique en a affecté plusieurs. Heureusement, dès le début du mandat, on avait mis sur place des mesures préventives avec des interventions dans les milieux scolaires. On a mis sur place un guichet unique avec le 811 Info Social où tout le monde s'est dirigé. Et ça nous a permis d'absorber en grande partie ce 40% d'augmentation de la demande. Évidemment, pour continuer à s'améliorer, il faut se baser sur les fondations que Christian vient d'énumérer pour pouvoir améliorer la performance de notre réseau en santé mentale, puisqu'on veut prendre soin de tous les Québécois, on veut prendre soin des Québécois et des jeunes qui ont besoin d'aide, et surtout s'assurer du bien-être et de la santé mentale de tous. Les services à la jeunesse, vous le savez, sont aussi une priorité pour moi. Leur bien-être, leur développement, la protection et leur intérêt principal est important. On est actuellement en train de travailler sur le projet de loi de la protection de la jeunesse, suite aux recommandations de la commission Laurent. Mais on a également fait des avancées importantes en prévention. Le déploiement du programme Agirto, qui nous permet d'évaluer les enfants à risque de retard scolaire avant même leur entrée à l'école. C'est plus de 10 000 enfants qui sont passés par notre plateforme jusqu'à présent. Et récemment, on a lancé l'avis de grossesse pour agir encore plus en prévention, pour aller chercher les femmes enceintes dans les familles vulnérables, leur permettre d'avoir accès au programme de soins intégrés en périnatalité petite enfance, ce qu'on appelle CIP, ou encore les programmes d'aide alimentaire comme Holo, encore plus tôt dans la vie de ces familles-là. Donc, des actions concrètes qui ont été posées. Mais c'est important pour nous, pour continuer à nous améliorer, de pouvoir s'intégrer à ce fameux guichet d'accès unique que l'on veut déployer, de pouvoir également travailler sur les autres fondations qui vont rendre notre système encore plus performant. Un système de santé et de services sociaux plus humain et plus performant, c'est aussi un réseau qui prend soin et qui porte une attention particulière à nos plus vulnérables. Je suis très fier du travail qui a été accompli afin d'élaborer ce plan et surtout enthousiaste de travailler avec l'ensemble des acteurs et partenaires impliqués pour le réaliser. Merci beaucoup et sur ce, je laisse Christian conclure.
Merci, docteur. Merci aussi, Lionel, d'avoir été là dans les dernières années pour m'expliquer tout ce que je ne comprenais pas. Merci beaucoup, Lionel. Il a pris vite. Comment? T'as pris vite. Merci. Alors, en conclusion, le plan qu'on présente aujourd'hui, je le dis aux Québécois, c'est votre plan. C'est le plan de votre gouvernement. C'est un engagement envers les travailleurs de la santé qui se sont donnés corps et âme depuis 2 ans. Et on ne doit plus jamais revivre ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Je les remercie énormément en votre nom pour tout ce qu'ils ont fait. J'en profite aussi pour remercier mes collègues, non seulement au niveau du cabinet, mais au ministère. L'équipe de Mme Savoie, dans les 2 dernières années, et là, je n'irai pas nommer chacun des sous-ministres adjoints, mais ils ont été extraordinaires. Les appels du matin, les appels du week-end, ils étaient toujours là. Les PDG du réseau, avec leurs équipes, ils étaient toujours là. J'en profite, si vous permettez, il y en a quelques-uns qui sont avec nous aujourd'hui, pour les remercier. C'est ensemble qu'on a réussi ce qu'on a passé à travers. Mais je suis aussi conscient, et là, ça vous trahira peut-être mon âge, de dire qu'il y aura quelques sceptiques dans la salle qui diront « ça n'arrivera pas ». Mais vous savez ce qui arrive aux sceptiques. Ils seront confondus. Alors, je le sais, ça va prendre quelques années. Par expérience, changer une culture, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais s'il y a une volonté, et ce que je vois aujourd'hui, si vous me permettez encore une fois de regarder en haut, de voir la mobilisation des principaux acteurs du réseau de la santé qui sont ici aujourd'hui, je pense qu'on est capable de le faire ensemble. Surtout lorsqu'on réalise que c'est ensemble qu'on peut faire ce qu'on a réussi à faire durant la pandémie. Alors, plusieurs des mesures, je le rappelle, qui sont dans le document, elles sont déjà commencées. On est déjà en action. Et pourquoi on a référé dans le document à l'horizon 2025? Parce que oui, on peut avoir une vision à long terme, mais à moyen terme, je pense qu'on peut faire bouger l'aiguille très rapidement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé à faire. Vous me connaissez, on va se mesurer. On va se mesurer parce que ce qui se mesure s'améliore. On l'a vu durant la pandémie, on publiait des informations quotidiennement sur le statut de la pandémie. J'ai demandé à mes équipes, à partir fin d'avril, début mai, on va avoir des statistiques d'opérations, mais des statistiques d'opérations qui nous permettront de faire le suivi sur les chirurgies, de faire le suivi sur les ressources humaines, pour être capable, pour que les Québécois puissent mesurer l'amélioration et tout ce qu'on a remis dans notre plan de relance. Les Québécois méritent un meilleur système de santé. Les Québécois méritent mieux. Je pense que si on travaille tout le monde ensemble, non seulement dans les prochains mois, mais dans les prochaines années, on sera capable de livrer la marchandise, un engagement. On aura le courage de faire les bonnes actions. Je vous remercie beaucoup, tout le monde. Merci. Là, je remarque que ce n'est pas les journalistes qui applaudissent, alors là, je vais regarder en haut. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant débuter la période des questions pour les journalistes. Alors, comme convenu, ce sera un seul représentant par média avec questions et sous-questions. Vous pouvez aller au micro et on peut débuter en français. S'il vous plaît, précisez votre nom et votre média. Bonjour, Claude Côté de TVA. Ben oui. Ma première question concerne ce fameux guichet unique que vous venez d'annoncer, parce que les Québécois qui vous écoutent en ce moment, là, nombreux d'entre eux se demandent est-ce que je vais avoir accès à un professionnel de la santé, puis est-ce que je vais me faire opérer dans un délai qui est raisonnable. On n'a pas que des succès là, au Québec de guichet unique. Je peux penser au guichet unique pour les garderies, entre autres. Quand ça va être implanté, combien ça va coûter, puis qu'est-ce qui nous garantit que vous allez avoir accès aux plages horaires des médecins ou des professionnels de la santé, puis que ça va être un succès cet été?
Bon, dépendamment si vous avez 1 heure ou 2 minutes, je vais essayer de répondre en 2 minutes, puis on pourra... mais la réponse, c'est déjà en place. Pour être capable d'en parler puis d'en faire un engagement, il fallait le tester, il fallait le faire. C'est ce qu'on a fait à Rimouski. Alors donc, pour être très concret, là, les gens là-bas appellent, un résident du RLS là, appelle puis est capable de dire « Je n'ai pas de médecin de famille, je suis un patient orphelin. Pouvez-vous... » On discute avec la personne au téléphone, capable de définir son besoin, et on décide de le référer au bon professionnel. Des fois, c'est un médecin, des fois, c'est un pharmacien, mais très, très rarement de dire que vous devez aller à l'urgence. Donc, c'est déjà en place. Avec cette expérience-là, on a commencé à le répliquer ailleurs. Le résumé des courses, c'est qu'on s'est engagé dans l'équipe ministérielle que plus de la moitié des Québécois qui sont des patients orphelins d'ici la fin de l'été, pourraient passer par le GAP, notre guichet d'accès première ligne, pour avoir accès à un professionnel de la santé. C'est énorme. Est-ce qu'on aura plus que ça? Mais c'est le minimum qu'on s'est engagé à faire. Parce que à chaque fois qu'on implante une région, on doit être capable de le faire. Mais pour répondre à la deuxième partie de votre question, parce que vous dites, est-ce que vous aurez des rendez-vous disponibles? Vous savez qu'on a mis en place un intégrateur, un orchestrateur, je pense que c'est le bon mot. L'orchestrateur, c'est ce qui permet de passer par Bonjour Santé, de passer par rendez-vous RVSQ. Il y a plusieurs places où on peut prendre les rendez-vous. L'orchestrateur permet de tout coordonner ça. Ça, c'est déjà en place. Il y a déjà 400 des 600 GMF qui sont connectés. Elles seront toutes connectées d'ici la fin du mois d'avril. Et la troisième étape, donc, on a le GAP, on a la connexion à l'intégrateur, à l'orchestrateur, pardon, et la troisième étape, c'est de s'assurer qu'on a des rendez-vous disponibles par les GMF. Ça, c'est la troisième étape. Il y a déjà des endroits où c'est en place. Ce qu'il va falloir faire, c'est avoir tout ça pour la fin de l'été, et c'est sur ça qu'on travaille en ce moment. Donc, pour avoir les rendez-vous disponibles, vous allez devoir avoir accès aux horaires des professionnels de la santé, dont les médecins. Comment vont les négociations à ce sujet-là? Puis je veux vous entendre aussi sur... Ça, c'est une sous-question, ça? Oui, mais c'est la même question, vous allez voir, M. Dubé, parce que c'est dans les négociations avec les fédérations pour la rémunération des médecins. Vous parlez de parcours patient, expérience patient, donc vous ouvrez la porte à la capitation. C'est quoi l'objectif que vous fixez? 50 capitation, 50 bon. à l'acte? Allons-y encore par étapes, vous connaissez bien le dossier. Madame Côté, 2 choses. Ce que je dirais, c'est que vous savez qu'on est en train de travailler sur le PL11. Le PL11, c'est un des 2 éléments. Là. Ça, c'est pour une meilleure prise en charge. On va le discuter, j'espère, dans les prochaines semaines là, pour la continuité. Mais le PL11, ce qu'il dit, c'est que ça nous prend des rendez-vous de la part des médecins. Heureusement, dans ce que je vous dis, qui est déjà en place, comme à Rimouski, on n'a pas eu besoin de PL11 parce que les médecins ont offert cette prise en charge-là et de donner des rendez-vous. De ce que je vous parle en ce moment, c'est pour ça qu'il faut y aller en parallèle. Il y a beaucoup de cliniques de GMF qui ont accepté, incluant la Montérégie, incluant un petit peu partout. Alors, je pense que PL11, c'est un peu comme notre filet de sécurité pour s'assurer qu'on aura à terme toutes les GMF qui pourront offrir des rendez-vous disponibles pour nos patients orphelins. Maintenant, la négociation avec les médecins, moi, je prends comme bonne nouvelle que vous en entendez moins parler aujourd'hui parce qu'on est justement en négociation. Quand je parlais de climat de collaboration, mon travail avec le docteur Amiot en ce moment est excessivement collaborateur. Puis j'espère que dans les prochains mois, on pourra vous dire qu'on a trouvé une solution. Merci beaucoup. Prochain média. Bonjour, Hugo Duchesne au Journal de Montréal. Plusieurs des mesures que vous annoncez aujourd'hui ne sont pas chiffrées ou il n'y a pas d'objectif précis. On parle d'ajouter des lits d'hôpitaux, combien, recruter du personnel, combien, plus de places au privé, combien de chirurgies, lesquelles, par exemple? Bon, écoutez, je pourrais vous en donner quelques... Là, je ne vous vois pas. Là. OK. Excusez-moi. Je pourrais vous en donner quelques-uns. Parlons au niveau des lits. On a vu comment les lits, c'était important. C'est sûr que dans le document, ici, on a donné les principes d'ajouter des lits. Les lits nous viennent de 2 endroits. Moi, je pense qu'on peut avoir rapidement au moins 2000 lits supplémentaires qui vont nous venir par l'ajout de personnel.
parce que vous avez vu dans le document, on parle des lits qu'on appelle des lits théoriques, mais lorsqu'on dit que ce sont des lits qui peuvent être effectivement utilisés, c'est parce qu'il manque de personnel. Quand on est arrivé au plus profond de la crise en janvier, là, dans la 5e vague, vous avez vu qu'à 3500 personnes à l'hôpital pour la COVID, nous, on était là. C'est sûr que 2000 lits supplémentaires feraient une grande différence. Maintenant, la deuxième source de lits supplémentaires, puis ça, je vous dirais que selon moi, c'est à peu près un autre 2000 lits, vient de nos nouveaux hôpitaux ou des rénovations que l'on fait en ce moment. Et dans le plan qu'on a discuté notamment avec le plan québécois des infrastructures, on veut rajouter au cours des prochaines années 2000 lits. Donc, 2000 qui nous viennent du personnel supplémentaire, 2000 qui nous viennent de nos infrastructures. Ça, c'est un exemple. Alors, tous ces éléments-là de mesure vont être dans les documents que je dis qui vont être publiés maintenant par semaine. Il y a une autre partie, puis là, Marjorie va dire que je prends trop de temps à répondre, mais la deuxième partie, pour moi, qui est la plus fondamentale, c'est de ne pas avoir peur maintenant de se mesurer. Parce que lorsqu'on se regarde, je peux bien vous donner les objectifs, mais est-ce qu'on fait partie des meilleurs ou on fait partie de la moyenne ou des moins performants? Et là-dessus, vous allez voir dans le document que non seulement maintenant, j'ai l'engagement de tout le monde qu'on va se mesurer avec les autres provinces canadiennes. Alors, donc, les mesures sont connues, on va se mesurer, mais on va aussi se mesurer avec les meilleurs au monde. Moi, j'ai regardé là, dans toute la documentation que j'ai pris connaissance dans les dernières années, j'ai regardé, puis entre autres, l'Institut Fraser, dont on fait référence dans le document, publie très bien 28 pays, les meilleurs performants, là, la Suisse, le Danemark, je pense à la Norvège, entre autres. Le guichet unique de la Norvège, là, c'est exactement ce qu'on est en train d'impliquer. Vous regarderez, il y avait un très, très bon article là, dans, je ne veux pas citer le journaliste, je ne me souviens pas c'est qui. Donc, la question de la mesure, elle est facile à faire parce que les éléments de mesure, les indicateurs, ils sont connus quand on n'a pas peur de se mesurer aux autres. Et c'est ça qu'on va faire dans les prochains mois. Dans le rapport, il est aussi question de modernité. C'est écrit plus performant derrière vous. Est-ce qu'en 2025, il n'y aura plus de fax dans les hôpitaux, par exemple? Bien, on a réussi à en enlever. D'ailleurs, ça a permis à mon plus jeune, mon garçon, de me demander un jour, c'est quoi, papa, des fax? J'étais surpris que tout le monde ne savait pas c'était quoi un fax. Sérieusement, je pense qu'on a réussi à en éliminer plusieurs durant la pandémie, parce que lorsque on recevait des piles de fax, les premiers tests qu'on faisait dans le dépistage, on disait est-ce qu'on en a pour 2 jours ou 1 jour de retard. C'était comme ça qu'on mesurait le retard dans le dépistage. C'est sûr qu'on en a enlevé plusieurs avec nos cliniques de dépistage. Maintenant, il en reste encore. Il en reste encore dans les pharmacies. Quand vous appelez votre pharmacien, dites voici notre numéro de fax. Il en existe encore. Ce n'est pas la faute des pharmaciens, c'est du côté du réseau qu'on doit améliorer les choses, mais ça fait partie du plan d'infrastructure en TI qu'on va faire. Merci beaucoup. Prochain média. Bonjour, Clara Descournage de la Presse canadienne. En fait, je vais vous demander, dans le plan, on parle de déléguer certaines chirurgies au privé, avec des partenariats avec le privé. Je veux savoir si vous pouvez me parler un peu de la comparaison des coûts pour l'État de payer, en fait, une chirurgie au privé par rapport à ce qu'on paierait si on le faisait au public. Bon. Alors, dans le rapport dont je faisais référence tout à l'heure de Mme Thompson, en 2016, ce principe-là de financement axé sur le patient a eu un résultat très positif à l'interne, puis d'ailleurs, mon prédécesseur là, a commencé à l'implanter, c'était de mieux connaître nos coûts, mais par étapes, par chirurgie. Ça nous a permis, quand on a voulu faire du gré à gré dans la pandémie, de dire comment ça nous coûtait, nous, dans le réseau, faire une cataracte, par exemple, et comment la clinique pouvait nous charger. Et ça nous a permis de dire, est-ce que pour certains types de chirurgie, puis je donne l'exemple des cataractes, des chirurgies particulièrement d'un jour, on connaît bien nos coûts maintenant à l'interne. Est-ce qu'on peut les préciser encore? Oui, la réponse est oui. Mais on a déjà maintenant cet échantillonnage-là qu'on peut faire lorsqu'on négocie avec le privé. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait continuer. On retourne en appel d'offres dans les prochains mois avec toutes les cliniques pour être sûr que maintenant qu'on sera sorti là, des mesures d'urgence quand le projet de loi va être passé, et à ce moment, le projet de loi 28, à ce moment-là, je pourrais vous dire qu'on a vraiment les bons outils pour être capable de négocier avec le privé, pour être certain qu'on prend le meilleur fournisseur dans les circonstances. Il y a des types de chirurgie, selon moi, qu'on doit garder à l'interne, même si parce que c'est des chirurgies plus complexes. Mais est-ce qu'on est capable de passer au privé certains types de chirurgies, notamment celles qui vont nous permettre de régler
des patients qui sont en attente depuis plus d'1 an, par exemple, ce genre de choses. Deuxième question. Ça parlait aussi dans le document de enlever une fois pour toutes les temps supplémentaires obligatoires dans les affaires courantes. Oui. Pouvez-vous me parler un peu de cette précision-là, que c'est juste pour les affaires courantes? Qu'est-ce qui rentrerait pas là-dedans? Tout à fait. Ça, le travail que Sonia Lebel, la présidente du Conseil, a fait lors de la dernière convention collective, notamment avec la FIC, est très, très important. Il y a un engagement très clair pour nous d'arrêter le TSO, le temps supplémentaire obligatoire. C'est sûr qu'il restera toujours un peu de temps supplémentaire obligatoire parce qu'il y a des conditions, puis ça c'est important de le dire, il y a des conditions où une infirmière ou une infirmière, à la fin de son quart de travail, si le remplaçant ne rentre pas, bien, il y a un engagement éthique d'être capable d'être là, de rester auprès du patient. Mais ça devrait être des cas minimes, ça ne devrait pas être une façon de gérer le temps. Vous me suivez? Et c'est ça l'engagement qu'on a pris. Maintenant, pour être capable, puis ça on le fait depuis plusieurs mois, on a maintenant l'information qu'on a coordonnée de tous nos CIS et nos CIUS pour savoir il y en a combien de TSO que j'appellerais nécessaires qui doit être fait, parce que ça, il faut respecter l'éthique de ces gens-là, mais en même temps, on le voit baisser. Ça a été plus difficile durant la pandémie quand il nous manquait du monde, mais plus on va être capable de ravoir du personnel, mais l'engagement de minimiser le TSO uniquement à des besoins, comme je viens d'expliquer, il est vraiment là de la part de notre gouvernement. Merci beaucoup. Prochain média. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Vous êtes toujours là, vous? On est toujours là. Toujours là. Bien, on n'est pas beaucoup, on est 2. Hein. Vous avez une chance sur 2. Alors, on est comme ça en santé ces temps-ci oui, aussi. On n'est pas beaucoup, on est 2. Bien, justement, je vais y revenir sur le recrutement, mais d'abord, on vous connaît comme l'homme des chiffres. Il n'y en a pas tant que ça dans les 80 pages du plan. Je ne peux pas croire, M. Dubé, que vous n'avez pas évalué combien ça coûte, ce plan-là. Bien, mon collègue aux finances, entre autres, lui, il l'a vraiment calculé. Alors, c'était un exercice assez intéressant. Et c'est pour ça qu'on a décidé de déposer notre plan après le budget. Parce que je voulais être sûr que je ne me faisais pas dire, mais avez-vous les moyens de vos ambitions? La réponse est oui. Alors, quand on a discuté avec l'équipe de finances, après ça, je vous parlerai de Mme Lebel, mais rapidement, vous allez voir, là, puis vous l'avez peut-être déjà vu, mais je le répète, spécifiquement, là, il y a 8,9 milliards sur les 5 prochaines années qui nous donnent toutes les ressources nécessaires. Puis ça, c'est des mesures additionnelles. Ça, c'est la première chose. Mais j'aimerais vous rappeler, donc ça peut compter pour des mesures, parce que 80 de nos dépenses, c'est des salaires. Donc, c'est sûr qu'il fallait avoir la marge nécessaire pour pouvoir augmenter les salaires, comme on le fait, par exemple, avec les infirmières. Ça, c'est la première chose. Puis, il est très bien détaillé dans le budget du ministre Girard de cette semaine, la semaine dernière. Le deuxième point, c'est que ça ne prend pas juste de l'argent. Ça prend de l'organisation du travail. Donc, je pense que la combinaison, et c'est pour ça là, que j'ai très, très hâte d'avoir le rapport de Mme Savoie. D'ailleurs, on va en discuter lorsqu'elle va revenir de son petit congé bien mérité. C'est pas juste de l'argent que ça prend. Ça prend de l'organisation de travail. Puis les gens qui sont ici aujourd'hui, ils me le disent tout le temps, même les infirmières me l'ont dit, c'est pas juste de l'argent que ça prend. Ça prend une volonté de travailler autrement, mais je pense qu'il fallait au moins avoir les dollars. Puis autant le ministre des Finances, et je le répète, que ma collègue au Trésor nous ont donné les moyens de nos ambitions. On vient de rajouter au PQI, au Plan québécois des infrastructures, dans le dernier budget, 7 milliards, dont 2,8 milliards de plus pour la santé. Et ça veut dire avoir l'argent nécessaire pour faire Maisonneuve-Rosemont, pour refaire Saint-Eustache, des établissements comme ici de qualité, c'est ça qui attire du personnel. Ici, là, M. Brunet, qui lui, malheureusement, n'est pas ici aujourd'hui, notre PDG, pour les mêmes raisons que le premier ministre, bien, il y a moins de difficultés à attirer du personnel ici que le Dr Marquis à Maisonneuve-Rosemont. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le Dr Marquis? C'est lui donner un environnement de travail à son équipe pour que les gens aient le goût de travailler là. Donc, c'est une question de budget, c'est une question d'infrastructure, mais c'est une question d'organisation de travail. Parlons d'embauche. Bonjour, Dr Marquis. Vous êtes là, hein? Puis merci. Je pense que les Québécois vous connaissent plus que bien des gens dans le réseau de la santé. Puis, j'en profite parce que je vous ai reconnu derrière votre masque. Merci d'avoir été là pendant ces 2 années-là. Merci beaucoup. Merci. Lui, il va me surveiller sur Maisonneuve-Rosemont. J'en doute même pas. C'est pas mal sûr.
Je reviens sur l'embauche, parce que là, accélération des chirurgies ou plutôt rattrapage, grand virage vers les soins à domicile. La grande question, c'est on prend où tout ce monde-là? Est-ce que vous voulez garder, je vais appeler ça la méthode pandémie, formation accélérée pour ne pas dire express, avec des primes au bout et même pendant pour pouvoir faire entrer le monde à grande porte? Bien, du côté des soins à domicile, on a appris beaucoup dans la pandémie, mais même avant la pandémie, il y a des meilleures pratiques qui m'ont surprise puis dont je parle dans le document. Je vous en donne une. Si on prend ce qui se fait à Verdun, on appelle ça, la meilleure terminologie, c'est des soins intensifs à domicile. Parce que les gens, les personnes âgées, puis particulièrement, puis c'est un peu délicat, là, quand ils savent qu'ils arrivent en fin de vie, la dernière chose qu'ils veulent, c'est aller mourir sur une civière à l'urgence ou dans un CHSLD si leurs problèmes sont là. Ce qui est arrivé à Verdun depuis quelques années, puis j'en parle dans le document, c'est d'être capable de trouver un arrangement avec les médecins, combiné avec les infirmières pour garder ces personnes-là à la maison et qu'ils puissent avoir une fin de vie dans leur milieu. Ça existe déjà, mais malheureusement, ce n'est pas appliqué partout. Alors moi, j'ai demandé à Mme Bélanger, Sonia Bélanger, qui est la PDG, de nous expliquer comment on pourrait répliquer ça. Mais il y a des petits ajustements à faire. Il faut en parler avec les médecins, parce qu'il y a des règles à respecter. Un médecin ne peut pas voir plus de patients un certain nombre d'heures ou de jours. Il faut changer certaines règles. Alors, pour améliorer les soins à domicile, particulièrement pour les personnes âgées, il faut faire certains petits changements, mais les bonnes pratiques, elles sont déjà là. Ce n'est pas rien qu'une question d'argent, encore une fois. Merci. Prochain média. Marie-Ève Cousineau du Devoir. Bonjour, M. Dubé. Bonjour. Dans votre plan, vous évoquez des délais raisonnables pour obtenir une consultation avec une équipe de soins ou un professionnel de la santé. Le 36 heures, le délai de 36 heures qu'on avait l'habitude d'entendre est évoqué, mais on dit qu'on s'inscrit dans la continuité, puis on évoque vraiment des délais raisonnables. Avez-vous changé de cible? En fait, on a beaucoup écouté ce qui se fait, puis je vous dirais, c'est une bonne question, Mme Cousineau, on a écouté ce qui s'est fait dans la pandémie, basé sur l'expérience de Rimouski. Pour moi, il y a deux chiffres importants. Quand on dit délai raisonnable, on parle soit de 36 heures ou de 72 heures. Mais on peut parler aussi, dans certains cas, de jusqu'à 2 semaines, dépendamment de ce que le patient nous dit. Et ça, ils l'ont... Alors, c'est pour ça que, dans un contexte, puis je ne sais pas si vous aviez écouté lorsqu'on a eu la commission parlementaire, justement, sur PL11, il y avait 2 professeurs qui sont venus, on parle d'accès adapté. Si le patient nous dit « moi, je vais être vu immédiatement », bien ça, c'est en dedans de 36 heures. Mais dans certains cas, pour un rendez-vous, par exemple, annuel, bien, de dire qu'on peut le prendre dans 2 semaines, il n'y a personne qui va être contre ça. Alors donc, dans un délai raisonnable, c'est ça. Maintenant qu'on va mesurer avec l'orchestrateur dont je parlais tout à l'heure, on est capable de dire la plupart des patients devraient être vus en dedans de 36 ou 72 heures. On aura ces statistiques-là pour être capable de suivre ce temps raisonnable-là dans un contexte de ce qu'on appelle d'accès adapté, qui était bien expliqué par ces 2 professeurs-là qui étaient venus en commission. Dans le plan, on évoque un apport accru des cliniques médicales spécialisées du privé. Oui. Le premier ministre a évoqué quand même un 20 dans le passé. C'est sorti aussi là, dans les documents qui ont filtré où on parlait là, d'un apport de 14 à 20 pour les... Donc, est-ce que cette cible-là existe toujours aussi? Ou... Bien, moi, premièrement, je vous dis, j'ai un objectif très clair. Là, le 14-15 il vient du fait que, bon an, mal an, là, à part la pandémie, on fait à peu près 450 000 chirurgies par année. Si vous prenez la proportion du 87 000 chirurgies qui ont été faites de façon générale dans les 30 contrats privés qu'on a fait, c'est là que vous arrivez au 14-15 Est-ce que, pendant qu'on fait le rattrapage, parce qu'il nous en reste encore à rattraper, avant la pandémie, il y avait 100 000 opérations qui étaient en attente, dans des délais que je dirais plus ou moins raisonnables. Mais malheureusement, on est passé à 160 000. Mais par chance qu'on a eu 87 000 chirurgies, parce qu'on aurait beaucoup plus que ça. Le premier objectif, entre autres, du Dr O'Patterney, c'est de réduire ce 60 000-là additionnel, parce qu'il y en a quand même là-dedans 20 000 qui sont plus qu'un an. Donc, je vais vous dire, le focus avec nos cliniques privées va être beaucoup de travailler dans la prochaine année avec cet excédent-là, particulièrement pour celles qui sont excédentaires à 1 an. Donc, vous ne parlez plus de 20 Bien, écoutez, moi,
quand on parle de 20 %, c'est plus large que les cliniques privées. Je vous donne l'exemple, tantôt je vous l'ai dit, les GMF, pour moi, c'est des organismes, on appelle des organismes à but non lucratif, mais c'est privé. Le gouvernement paye pour avoir ces cliniques-là ouvertes. C'est ça l'entente qu'on a avec les médecins de famille. Alors donc, pour moi, la proportion du privé est déjà là à 20 %. L'important, c'est d'améliorer notre première ligne. Ça s'applique aux rendez-vous, ça s'applique aux chirurgies, ça s'applique aux pharmaciens, comme je le disais tout à l'heure. De plus en plus, vous allez être capable d'aller chez votre pharmacien puis d'avoir, vous n'aurez pas besoin d'une prescription. Prenons le cas spécifique du Paxlovid, là. D'ici quelques jours, après le 31 mars, là, quelqu'un qui contracte le virus puis qui répond aux conditions n'a même pas besoin d'une prescription du médecin, peut aller directement à la pharmacie et c'est le pharmacien qui va le faire. On est en train de négocier ça, de finaliser ça avec mon collègue M. Morin. Est-ce qu'il est là aujourd'hui, de l'AQPP? Il négocie un peu serré. Il faut finaliser ça dans les prochains jours. Mais c'est le genre d'amélioration qu'on peut faire avec le privé pour faciliter justement la première ligne, dont l'accès aux médicaments. Merci beaucoup. Prochain média. Oui, Ariane Lacourcière de La Presse. Vous avez parlé des sceptiques. Je pense que par des formations professionnelles, on est peut-être un peu nombreux au rez-de-chaussée, du moins. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Mais qu'est-ce qui va faire justement que cette fois-ci, ça va marcher? Vous parlez d'imputabilité, entre autres. Quelle forme ça va prendre? Bien, écoutez, j'ai toujours dit qu'il fallait avoir un plan clair pour avoir une mobilisation des gens. Je dois vous dire que ce que je vois aujourd'hui, que la plupart des acteurs importants de la santé sont là aujourd'hui, ça, c'est déjà le premier facteur de succès. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas par un ministre, ça ne se fait pas par une équipe ministérielle ou de sous-ministre. Ça se fait par les gens du terrain. Ce que je sens aujourd'hui, là, que la plupart des gens qu'on a invités aujourd'hui sont ici. Pour moi, c'est une grande source non seulement de mobilisation, mais de confort. La deuxième chose, et c'est pour ça que j'insiste, puis j'ai eu énormément d'appui de la part de mon premier ministre, de mes collègues ministres, mais aussi des députés, parce qu'ils sont sur le terrain. Puis ces gens-là, là, on n'arrive pas avec un plan 2 mois après les élections, puis dire voici le changement de structure qu'on fait. On n'a pas fait ça. On a pris 2 ans. Moi, j'étais chanceux, là, j'étais habitué d'être sur le terrain. J'ai écouté ce qui se passait. Ce qu'on arrive aujourd'hui, là, il n'y a pas d'invention dans ça. C'est beaucoup de gros bon sens, mais c'est beaucoup aussi de reprises de rapports qui ont été faits avant. Alors donc, où ça va résider, c'est dans l'exécution. Puis quand je demande à Mme Savoie de me dire, pas dans 6 mois, là, dans les prochaines semaines, donnez-moi la meilleure organisation, un peu comme elle avait fait il y a 2 ans, quand on a commencé à travailler ensemble. J'ai beaucoup confiance en elle et son équipe. Donc, pour l'exécution, ça me prend la meilleure organisation du travail. Puis, j'ai eu la chance de discuter avec Michel Clerc, qui a fait le fameux rapport Clerc en 2000. Puis, il m'a dit, Christian, l'organisation, on doit la questionner en haut, dans le milieu, puis en bas. On doit la questionner partout. Assure-toi que ton équipe, que ton premier ministre va avoir le courage de prendre des décisions importantes. Et c'est ce qu'on fera dans les prochains mois, comme on a réussi à faire durant la pandémie. Pas toujours facile, mais on n'a pas eu peur de prendre des décisions difficiles. Il y a aussi une mention de réforme du secteur de la santé publique pour plus d'indépendance. On parle de quoi, là, ici, exactement? Bien, écoutez, je l'ai vu, entre autres, dans les recommandations de la commissaire à la santé. Je fais référence lorsqu'elle parle de santé publique. Vous l'avez vu, les gens, puis je ne dis pas que c'est la faute des journalistes, là, c'est vous qui l'avez dit, mais des fois, il y avait des perceptions qui n'avaient peut-être pas l'indépendance nécessaire entre la santé publique puis le politique. Je pense que vous avez vu un changement important de l'arrivée du Dr Boileau. On ne participe que très rarement à des annonces de la santé publique. Alors, je pense qu'il faut tenir compte des recommandations qui nous sont données, pas parce qu'il y avait des mauvaises intentions derrière ça, mais des fois, en termes de perception, les gens n'avaient peut-être pas l'impression que l'indépendance était là entre les grandes lignes de la santé publique. Nous, on le savait, mais je pense qu'il était important de poser des gestes. Puis, vous avez vu maintenant, le docteur Boileau, il est là avec son équipe, mais il n'y a pas personne du politique. Merci beaucoup. Prochain média. Geoffrey Dira pour Protection Santé. Bonjour, Monsieur Dubé. Bonjour. Le plan mise beaucoup sur l'idée de voir le bon professionnel au bon moment et d'accorder plus d'autonomie et de services offerts par les pharmaciens. Concrètement, quels services les pharmaciens pourraient offrir
Et où est-ce que ces services seraient dispensés? En pharmacie communautaire ou en GMF? Ben, je vous dirais que c'est les deux. On l'a vu, regardez, on parle des pharmaciens, mais regardez juste comment on a été capable d'aller chercher l'aide des pharmaciens pour la vaccination. On le faisait un peu là, avec l'influenza dans les dernières années. On a réussi à faire des ententes qui, à mon sens, étaient bons pour les deux côtés. Puis on a augmenté la vaccination. À un certain moment, quand on faisait au pire de la vaccination, là, au plus haut de la vaccination, je devrais dire 100 000 vaccins par jour, il y en avait entre 15 et 20 000 qui étaient faits dans les pharmacies tous les jours. L'avantage de ça, c'est que c'était pas juste à Montréal, mais c'était dans les régions. On n'était pas capable d'avoir des grands centres de vaccination. Donc, cette collaboration-là avec les pharmaciens s'est faite dans la vaccination. Là, je vous donnais l'exemple au niveau des prescriptions. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut avoir cette collaboration-là. Souvent, ma prédécesseur, Mme McCann, a posé les jalons pour que ça soit possible. Les projets de loi 31, 46 qu'elle a fait avant la pandémie nous ont permis de les mettre en application, mais il reste encore des changements qui ne sont pas toujours nécessaires par des projets de loi, donc ils peuvent se faire par décret ou par règlement. Donc, on a tout ce qu'il faut maintenant pour être capable d'extensionner le nombre de professionnels, mais aussi le nombre de services qu'ils peuvent rendre. Et ma deuxième question concerne les CLSC. Oui. Je n'ai pas vu mention des CLSC dans les 80 pages du plan. Qu'est-ce qui va devenir des CLSC et quel rôle ils peuvent jouer? Bien, écoutez, pour moi, ils ont un rôle très important, c'est lié aux soins à domicile. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, je pense qu'ils sont mentionnés, mais s'ils ne sont pas assez mentionnés, je vais prendre votre question pour le préciser. Mais l'exemple que je vous disais dans Verdun, cette coordination-là de soins intensifs à domicile pour les clientèles qui sont plus en fin de vie est vraiment coordonnée par le CLSC. C'est des infirmières auxiliaires qui sont rattachées au CLSC, qui viennent en appui aux médecins pour que cette équipe-là puisse aller sur place. Alors, pour moi, c'est le plus bel exemple de la continuité des CLSC dans un travail au cours des prochaines années qui est très important à faire, c'est-à-dire le soin à domicile pour les personnes en difficulté. Si je peux me permettre de rajouter aussi pour les programmes de santé mentale et jeunesse, le CLSC a un rôle fondamental. Tous les programmes services sociaux généraux, guichets d'accès à la santé mentale, Agirto, tous les programmes de prévention jeunesse vont tout être basés dans les CLSC. Donc les clientèles vulnérables, on veut que ce soit dans le spectre du CLSC, là que ça se passe, les activités. Merci beaucoup. Prochain média. Bonjour, M. Dubé. Fanny Lachance-Paquette, de Nouveau Info. Vous dites que d'ici l'été prochain, la majorité des Québécois qui sont sans médecin de famille vont avoir accès aux guichets de première ligne. Je sens qu'on mise beaucoup là-dessus. Mais elle est où la volonté du gouvernement quand même d'attribuer des médecins de famille à ces gens-là? Parce que, bon, je pense qu'il n'y a rien qui vaut quand même un suivi pendant toute une vie par un médecin de famille. À quel moment les 945 000 personnes qui attendent peuvent s'attendre à être pris en charge? Bien, en fait, il faut faire les deux. C'est qu'est-ce qu'on doit faire à court terme pour minimiser le fait qu'il y ait 1 million de patients orphelins. À court terme, la meilleure façon, c'est de passer par le guichet. On s'entend? Puis le guichet, quand il a été développé à Rimouski, c'était pour servir les patients orphelins. Dans nos négociations que l'on a avec la FMOQ, on dit que ça peut être soit une prise en charge par le médecin ou par la GMF. Et ce que ça veut dire par la GMF, ça veut dire que, par exemple, s'il y a une infirmière ou des infirmières, des IPS, des infirmières spécialisées, on a la capacité maintenant qu'eux prennent en charge. Puis on l'a entendu, des Québécois, ils veulent ça, sont à l'aise avec ça. Alors moi, ce que je vous répondrais simplement, on va faire les deux, c'est-à-dire que des fois, on va avoir un médecin qui va faire une vraie prise en charge, puis on enlèvera dans le qu'on appelle le guichet d'accès aux médecins de famille, le fameux GAMEF, mais aussi, des fois, on va pouvoir s'assurer que ces patients-là, orphelins, puissent avoir accès. Alors, je pense qu'on est en train de travailler les deux en parallèle, puis comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de données maintenant qu'on n'avait pas. Moi, je le sais, là, maintenant. Dans le guichet d'accès aux médecins, j'ai eu des statistiques dans les dernières semaines qui montrent les A, les B, les C, les D, les E. Les A, les B, les C, c'est les plus importants. C'est des gens là, qui ne peuvent pas attendre 2 ans pour aller voir un médecin de famille. On a ces statistiques-là maintenant. Un jeune de 25 ans
qui n'a pas de cause, qui a pas de maladie, est-ce que lui pourrait plus accepter à court terme d'être pris par le GAP parce qu'il y a une cheville foulée? Voyez-vous un peu, là? On a maintenant l'information qui nous permet d'avoir une meilleure discussion avec nos médecins de famille parce qu'on a des données. Donc, je le passe le message subliminal, ça me prend le projet de loi 11 pour être capable de finir mes négociations avec un FMOQ, mais dans un état de collaboration. Oui, puis d'ailleurs, dans le plan, vous dites que vous voulez valoriser la profession de médecin de famille Oui. pour en attirer davantage. Il y a aussi dans le plan la volonté de changer le mode de rémunération pour que ce soit désormais par rapport justement à la prise en Oui. charge. On sait que les plus jeunes médecins de famille ont souvent moins de patients. Comment tout ça va conjuguer ensemble? Parce que vite comme ça, on dirait que c'est un peu contradictoire pour les attirer. Bien, en fait, c'est là que je pense que j'apprécie beaucoup ce que le premier ministre a accepté de faire lorsqu'on a décidé qu'on était moins formel sur la prise en charge par le médecin, mais par la GMF. Nos jeunes médecins, puis pour en avoir parlé avec plusieurs de leurs représentants, là, les fédérations de médecins résidents, etc., j'ai eu plusieurs rencontres avec ces gens-là. Ils nous ont dit, quand on est en début de carrière, d'aller prendre 1000 ou 1500 patients pour un jeune qui commence, c'est un peu stressant. Est-ce qu'on pourrait avoir cette aide-là, c'est-à-dire de prendre l'engagement à l'intérieur de la GMF au lieu de le prendre uniquement sur nous? Et c'est ça qui nous a fait bouger, puis j'apprécie beaucoup que le premier ministre ait ajusté cette vision-là parce que ça a changé beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec changer le besoin de changer le mode de rémunération. Donc, la première étape, c'était de s'assurer que la prise en charge pouvait être par le bon professionnel. C'est ce que le GAP va faire. C'est ce que nos nouveaux contrats de GMF vont montrer. Mais en même temps, je dois vous dire qu'on est capable de faire deux choses en même temps, puis de négocier un meilleur contrat qui va être négociable à partir de mars 2023 avec les médecins pour un changement de rémunération qui permet justement aux plus jeunes de dire peut-être que la prise en charge doit se faire différemment avec un mode mixte, là, comme il se fait notamment en Ontario, où il y a une partie de la rémunération qui est fixe, mais il y a une partie qui est variable en fonction de patient. Encore une fois, ma collègue, Mme McCann, avait commencé là-dessus. C'est ce qu'on va faire lorsqu'on aura réglé PL11. Merci beaucoup. Prochain média. Hi, Dan Spector from Global News. Excusez-moi, je veux juste être bien certaine qu'il n'y avait plus de médias francophones dans la salle. Parfait. You talked a bunch about cynicism. What do you say to people who just don't believe that you could possibly do all of this in a reasonable amount of time? Well, I think they should be at my place today and looking upstairs. The mobilization that is here today with all those actors, all those participants to the system, I think it's a sign of the commitment that we have for the people that are managing and are acting every day. That's a good sign. The second thing is I think we've seen in the last 2 years, during the pandemic, things that we don't want to go through again. And I think that's a change because I was talking to Monsieur Claire au cours des derniers mois, and when I met with him, he said, you have the opportunity with the pandemic there is really a specific moment this year to act on certain things that the pandemic offers. There is some negative, but the positive is people don't want to go back. We don't want to live through being dependent on the system, being able to force people to do things they don't want to do because the system could not follow the pandemic. So I think there is a combination of things, but also because we have the commitment from our government. I'm saying, I said that in French. I have the support from the Prime Minister. We have the support from my colleagues, ministers and deputies. And I think that the work that we have done over the last 2 years demonstrate that we have the will to make those changes. So those are the reasons. And in terms of the guichet unique, how do you see it taking pressure off the health system, and how accessible will it be in English? Well, I don't know how we'll translate GAP, because I think GAP sounds English, so I think that's good. This guichet d'accès pour la première ligne, to me, is
is working already. That's what I think I would like people to retain today, because I think when we do pilot project, we want to make sure before we embark on them that it works. It works right now. I think the challenge is between what you see, I think, on page 54, 55. This is the vision of the future, because we start slowly. We start in certain regions. As I said, probably about 50% by the end of the summer. People will be able to go through that. But I want more. There are some companies in Quebec that do the same sort of thing, but they use artificial intelligence because they know when somebody is calling, they recognize the phone number. They know already which of the person on the phone should be answering them, because probably that will be an issue of santé mentale, or that will be whatever. It's already happening. So let's do it by step, show people that it works right now, and expand it at the extension of Quebec. And I think that will demonstrate that it works. I mean, maybe you want to add something? If I could add, our experiment with mental health has been really, really good, because every guichet d'accès is really regionalized. So the language is not an issue, and everywhere the local services are around this single access door. So it's really, really working well, whether it's in English or French. Thank you. Next media. Oui, bonjour, René Brumer, Montreal Gazette. Monsieur Dubé, you mentioned for your telephone helpline to find services that if it's not crucial, perhaps for something like seeing a family doctor, that could be organized within 2 weeks. It doesn't have to be within 36 hours. I know from personal experience, unfortunately, I have a family doctor, and I booked an appointment, but he's so overwhelmed that he can't see me for 3.5 months. So how will you find room in the system if they're already that booked up, that people who don't even have a family doctor can call this number and get an appointment in 2 weeks, for instance? That's good. This is the reason that we have this hub. In French, we call it l'orchestrateur, is the information. And again, I want to reassure the doctor, because I don't want to go on a fight for this, but we need some information on general statistic and not individual statistics of the doctor. When we have now the opportunity to look at one GMF, okay, when they are connected and they have made their number of appointments available. Sometimes in Rimouski, it varies between 2 and 5%. So this is not much that we're asking in exchange of the gap. But what we're asking the doctors is to say, for your GMF, are you answering those people, because we can see those statistics, are you answering them in, I don't know, 80% of the time in 36 hours, 30% of the time? And if you don't, is it because you don't have the number of the right doctor, the number of nurses, you see? So having the information, not on an individual basis, but on a global basis, allow us to monitor that. And that's what we have to do. And I think that we've seen in Rimouski and Rivière-du-Loup that those stats are so important that they can manage and they can discuss with the doctor, say, maybe with you we need 1% more. Because sometimes a doctor that will see, I'll say, 100 patients in a week, to ask him to see 2 or 3 patients more in a week is not very much, but that can make a big difference on the people that day will need the doctor. So, but we need to have the data on the number of hours, of weeks that an appointment, not 3.5 months as it is for you. I'm sure you have a good doctor and he's doing his best, but I think we need to have that information. And on the subject of mandatory overtime, it's been promised several times, including by your government in 2018, prior to the elections, that that would be eliminated for nurses. Why should they have confidence that this time around it will actually be done? Well, I think in the month, first of all, we have said clearly that we don't want any more. We are measuring them in a month. I don't remember the one, probably sometimes in November. Don't quote me on that, but I was able to tell the FIC that month we had only 27. 27. So what we're measuring is how many times we had to force a nurse to stay at work because there was not the replacement.
It happened 27 times in the all organization, that compared to a lot more before. So there is a will, a very clear will not to do it, very clear. And the best way, the commitment that I've given Madame Julie Bouchard over the last few months, we will measure it. And by measure it, you will see that we don't want those TSO anymore. If I may, 27 times within what time frame are you A month. speaking? Within the month. A month. Merci beaucoup. Prochain média. Yeah, hi, Matt Grillo with CTV News. With regards to the family doctors and the wait list, we see there's, I believe it's nearly 1 million people that are on that wait list. What's the timeline to get that wait list as low as possible, potentially to zero? Well, there's two things. We're negotiating with them to reduce that list. Okay, that's the first thing. But in the meantime, what the gap is bringing is the possibility for those orphans to be able to have an appointment. So I think what we're committing today is more than half of the people on that waiting list will be able to see a professional in the next few months. That's a big commitment. That's the revolution that we're talking about. In the meantime, in parallel, we are negotiating with FMOQ to take down that number. So I think a combination of the gap for orphans and also the reduction by doctors, but that's negotiation. We are on that right now. And with regards to the command centers in emergency rooms, it was tested at the Jewish General. Yes. It sounds a little bit technical, maybe not necessarily something that the patient would see firsthand. Seems a little bit more behind the scenes, but what difference does this make? Is it even feasible to have this in every emergency room across the province? Yes. The answer is yes. This is a best practice that we, with Dr. Rosenberg and Madame Dupuis, they have done a tremendous work at Jewish. We are looking at 25 emergency surrounding Montreal and on the island, and this is one of the best practice that is being contemplated in some of those 25 emergencies, and we will report in the coming weeks as to how we do in those 25 emergencies on a weekly basis. So you'll see that this best practice is being presented to the PDG, to the different doctors responsible for emergencies. Sometimes it's a question that there was not the commitment at the high end of the hospital or the PDG to do that. Now that we will publish those 25 in the coming weeks, but we had to prepare them. We've been working on that for a few months, so it will be followed now. Just very quickly, what sort of difference are you seeing so far in the emergency rooms because of these command centers? Well, a huge difference, but we are starting to discuss that. I think you'll see that in the coming months. Merci beaucoup. Dernier média. Simon Akonechny, CBC. The plan mentions the pandemic a lot, talks about what you learned from the pandemic, the failures, the successes. Would you be doing this if it weren't for the pandemic? Yes. Same. I think the pandemic just convinced us that we need to do drastic change. I think that's the difference. But is there a need to provide Quebecers with a better access to the first line? Yes. Is there a need to deal differently with our employees? The answer is yes. Do we need to go in soins à domicile differently? The answer is yes. So I think the pandemic has just been, as Mr. Claire was telling me, the occasion, the opportunity to get the support from all the people that are here today that we don't want to go through what we did in the last 2 years. But I think there is a need for improvement without or with the pandemic. And you're a manager. You're looking at setting benchmarks, looking at data. But part of management is accountability. During the pandemic, there seemed to be a lack of accountability, notably during the coroner's hearings into the deaths at CHSLDs. We saw a lot of shifting of blame. Where's the accountability in this plan, and what happens if people don't meet your benchmarks? Well, we have taken
in the last 2 years since I've been there, difficult decision on certain managers of in certain PDG. So we've done tough calls on that. And I think that I strongly believe that imputability need to be there. But I think first, there is the need to have a clear plan. It's not true that a manager can have 55 objectives in 8 sectors. That's impossible. We need to reduce the number of priorities. We need to have a clear plan. This is what we'll be able to discuss. I think that over the next few months, people that are not in agreement or want to comment the plan, they have the time. And when we do the objective for the next year with those managers, but the plan will be very clear. I would say most of the people will be in agreement and they will agree. And those, I mean, they can do something else. But we've done it and we can make those tough condition calls. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin au point de presse de M. Dubé, de Dr. Karma. Monsieur Dubé, on a une demande ici de quelques médias, si vous voulez tenir le plan dans OK, je pense qu'il voulait que je regarde encore les journalistes. Et j'en profite pour indiquer... De mettre plus haut? J'en profite pour indiquer aux médias... Là, je me sens comme le ministre des Finances. qui désirent discuter avec les invités et les invités qui désirent discuter avec les médias de se rendre dans le hall d'entrée principal pour que ce soit facilitant pour tout le monde. Alors, merci beaucoup. Docteur Marquis, vous avez reconnu des gens de chez vous? OK. Merci tout le monde. Merci beaucoup.